Fidélité à ce rendez-vous, à ce forum. On va reparler cette semaine encore du Togo avec l'annonce des élections locales. C'est pour bientôt, dit-on. Après des législatives dont les résultats sont célébrés par les uns, décriés par les autres, est-ce une bonne idée d'engager tout de suite de nouvelles élections? Et pour la coalition de l'opposition, ces élections sont-elles à prendre ou à laisser? C'est le sujet du jour. Nous avons pour commencer deux invités, Ricardo Agouzou. Ricardo, bonjour. Bonjour, monsieur J. Merci de nous retrouver sur ce plateau. Vous êtes le président du mouvement citoyen Flambeau du Peuple et vous êtes membre du Front citoyen Togo Debout, une organisation de la société civile togolaise bien connue. Bien sûr. Avec vous, Sylvain Epiphane Vijrakou. Sylvain, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les téléspectateurs. Sylvain, vous êtes cadre et chargé de communication du mouvement Nouvelle Vision. Oui, c'est cela. Nous sommes une organisation de la société civile comme le mouvement Togo Debout et nous nous œuvrons pour le développement participatif et nous prônons surtout une certaine liberté de penser et d'agir évidemment pour pouvoir aller à l'alternance en 2020. Nous prônons surtout une politique de développement, contrairement à la politique politicienne que nous voyons très souvent sur le terrain. Vous parlez de mouvement de la société civile, mais vous êtes intéressé par le pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Non, pas du tout. Notre président, Dr Kodubi Obenton, est candidat déclaré aux élections présidentielles de 2020, mais nous sommes un mouvement enregistré en tant qu'association de loi 1901, en tant que tel, donc un mouvement qui appuie sa politique de développement. Donc nous sommes un peu comme toute autre association de l'organisation de la société civile, c'est ce que nous sommes. Donc il n'y a pas du tout de contradiction. Et Ricardo, vous, votre candidat, c'est qui? Je n'ai pas de candidat, en tout cas. Je n'ai pas de candidat. Pour le moment, Pour le moment, je n'ai pas de candidat. On attend de voir parce que nous sommes en plein pied dans la société civile. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est les lois. Alors, et les élections locales, on en a longuement parlé au fil du temps, mais il me semble que les choses se précisent. D'abord, c'était au dernier sommet de la CEDEAO, le 54e sommet. Il avait été dit que le Togo a pris des engagements pour organiser des élections locales en 2019. Et au cours de la déclaration du politique général du Premier ministre nouveau, ou en tout cas reconduit, c'est l'homme Klastou, il a été dit que ces élections sont imminentes. Alors, ma question, est-ce que c'est une bonne idée de lancer tout de suite, dans la foulée des législatives, l'organisation des élections locales, tout de même très attendues? Je commence avec vous, Ricardo. Merci beaucoup, Gilles, pour la question. Je profite pour dire un bonjour à tous les téléspectateurs. Et je pense que la question des élections locales ne date pas d'aujourd'hui. Donc, nous n'allons pas dire que nous allons lier ces élections par rapport aux élections législatives. Les dernières élections locales au Togo, ça date de 1987. Oui. Donc, vous savez que depuis 1987... Ça fait combien? 32 ans 32 ans, le Togo n'a plus organisé ses élections. Alors que, quand on parle de la démocratie, il faut parler de la démocratie à la base. Il faut parler de la gouvernance locale. Et c'est les élections locales qui le permettent. Donc aujourd'hui, nous disons que c'est un enjeu majeur. Et donc, c'est très capital de parler de ces élections. Quel que soit ce que nous avons dit par rapport aux élections législatives, il faut en penser. Mais maintenant, voir les règlements, sinon les conditions dans lesquelles il faut organiser ces élections. Sylvain? Merci pour la question. Je saisis exactement l'occasion comme il a fait pour féliciter premièrement New World Info pour avoir pris hier soir le Togo Top Impact. Oui, c'est vrai, on a reçu le trophée de la meilleure chaîne télé au Togo. La meilleure chaîne télé, félicitations à la télé. Et nous autres, à Nouvelle Vision, quand on nous pose la question de savoir si les élections locales sont à prendre ou à laisser pour l'opposition, notre démarche est simple. Il s'agit vraiment de savoir de quoi il s'agit, ensuite de voir la finalité pour le peuple. Parce qu'il ne faut pas aller aux élections pour y aller, il ne faut pas non plus parler des élections pour en parler. Les élections locales, effectivement, c'est un mot de désignation des autorités locales dans toute communauté locale ou collectivité locale. Maintenant, quelles sont les finalités pour le peuple togolais? Quel intérêt le peuple togolais en tire? C'est là où se trouve tout le problème. Parce qu'il ne s'agit pas de les lier aux élections législatives, de voir, puisque aux élections législatives, la C14 n'y était pas, ou la grande partie de l'opposition n'y était pas, et que le pouvoir, avec l'opposition en griffe modérée, y allait, ils sont allés. Donc nous allons dire qu'il ne faut pas y aller en faisant cette analyse-là.
il faut plutôt faire l'analyse en se demandant quel intérêt le peuple togolais a dans ces élections. Et les intérêts, c'est de se poser des questions comme par exemple, est-ce que tout est prêt pour ces élections? Parce que pour le peuple togolais, il s'agit d'être plus proche de la gouvernance. Il s'agit de se voir rapprocher l'État. Il s'agit de ce qu'on appelle la république de proximité. Donc il s'agit que l'État soit plus proche de la population, que la population ait son droit de regard, que le principe de redevabilité soit respecté pour le peuple, c'est cela. Il faut que le peuple puisse décider de ceux qui dirigent, ceux qui conduisent pour les programmes de développement à chaque niveau local. Si nous prenons dans la commune de Lomé, il faut que les populations de Lomé puissent savoir, voilà, nous avons choisi telle personne, il faut que cette personne revienne vers nous pour nous faire un rapport après. Donc ce sont là les intérêts du peuple. Et effectivement, donc, quand on parle d'élections locales ou des locales, des municipalités, des communales, naturellement, un peuple a beaucoup d'intérêt à ce que ces élections aient lieu. Maintenant, est-ce qu'actuellement c'est le bon moment pour le faire? Chacun pourra réfléchir sur la question, parce qu'il y a quand même un certain nombre de conditions qui doivent être fixées pour pouvoir y aller. Il y a le cadre électoral qu'il faut revoir naturellement. Mais bon, avant ces élections, il faut encore opérer des réformes. Oui, il faut opérer des réformes, parce que sans les réformes électorales, ces élections ressembleront aux élections que nous avons déjà connues et qui ont été des élections à base polémiste. Il y a aussi les équipements. Il faut voir, est-ce que les collectivités locales ont les équipements nécessaires pour contenir les autorités locales qui seront choisies. Il y a la question des infrastructures. Est-ce qu'il y a les infrastructures nécessaires pour qu'une fois que ces autorités locales seront élues, elles puissent siéger, elles puissent être quelque part. Il faut aussi les doter là je vais parler plutôt des équipements techniques, parce qu'il faut un plan de développement dans chaque localité pour que les conseils municipaux ou préfectoraux puissent fonctionner à la base de ces programmes. Donc il y a tout un tas de choses. Si on trouve réponse à ces questions... Mais est-ce qu'on est à l'étape de l'expression de ces questions? On a l'impression que ces questions sont dépassées, puisque les élections locales, certaines rumeurs parlent déjà de mars, ça veut dire que c'est demain. Oui, mais c'est dangereux. C'est dangereux d'aller aux élections locales à tête baissée. C'est un peu comme si on fonçait tout droit dans le mur. Puisque si rien n'est réuni, si les conditions, les prérequis nécessaires ne sont pas réunis pour aller ou pour jouir des fruits de ces élections locales, alors on va tout droit dans le mur. On fera la même chose que ce que nous sommes en train de faire depuis des années. Oui, mais est-ce que les conditions peuvent être réunies un jour? Non, la vraie question même, c'est de savoir qu'est-ce qui nous presse tant pour qu'on parle d'élections locales. Parce que les élections locales... donc vous n'êtes pas pressé pour les élections locales. Vous avez relevé la dernière fois que les derniers datent de 87. Oui, ça date de plus de 30 ans, plus de 3 décennies. Et normalement, la loi prévoit qu'une fois que les élections, le mandat des élus locaux est arrivé à terme, il faut, si on ne renouvelle pas en même temps, il faut nommer des délégués spéciaux pour un délai de 6 mois, c'est ce que dit la loi. Maintenant, le délai de 6 mois est passé, aujourd'hui on est à plus de 3 décennies, nous sommes dans le déni ou dans l'illégalité depuis plus de 3 décennies. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous presse pour qu'on dise, bon, maintenant allons aux élections? Est-ce parce que les bailleurs de fonds internationaux l'exigent, ou est-ce parce que la CEDEAO l'exige? Après que nous sommes une république, nous devons réfléchir aux intérêts de notre population. Dans tout ce qu'un homme politique doit faire, c'est les intérêts, la préoccupation du seul et véritable peuple qui doit compter. Et lorsque le peuple n'y trouve pas son compte et qu'on sent qu'après ces élections locales, il y aura encore des bagarres, il y aura encore des questions de crédit de ces élections, alors pourquoi y aller? Qu'est-ce qui nous presse tant? Ricardo Aguzo, est-ce qu'il n'est pas temps pour aller aux élections locales? Je pense que si l'État est sérieux, si un régime est sérieux, pendant tout le temps qu'il a fait, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on est en retard pour organiser une élection locale. C'est parce qu'à un moment, les gens se sont dit que ces élections sont contre eux. Ils ne trouvent pas l'importance de ces élections. Vous savez que ceux qui nous dirigent ne sont pas dans la logique de faire pour le peuple, mais de faire pour eux. Oui, mais c'est votre vision des choses. Et vous comprenez que les élections locales, comme mon confrère venait de le dire, transfèrent le pouvoir au peuple. Et donc ça freine l'élan de la dictature. Ça dilue le dictateur. Ça donne la force au peuple de le contrôler. Donc les gens ayant compris ça sont dans un jeu et ils tournent. Sinon en réalité, depuis plus de 30 ans, quelles sont les conditions qu'on peut poser pour dire que le Togo n'est pas prêt pour organiser une élection locale? Vous savez que ces élections locales depuis 1987, il y a eu plusieurs gymnastiques et des lois qui se sont alternées juste pour essayer de retarder les choses. Et lorsque vous suivez nos ministres, à chaque fois ils disent qu'ils sont prêts pour les élections locales.
Mais est-ce que réellement ils sont prêts? Est-ce qu'ils veulent les faire? Est-ce qu'ils veulent les organiser? Nous étions surtout étonnés lorsque c'est le président de la CENI qui nous a annoncé les élections locales en 2018. Oui, mais il revient à la CENI de proposer la date de l'organisation des élections, notamment les élections locales. Donc, en annonçant les élections en décembre, la CENI est encore dans son rôle. C'est le rôle du gouvernement. Non, selon la loi, c'est la CENI qui propose la date des élections et le gouvernement entérine. Oui, mais la façon dont la CENI est venue proposer la date, c'est ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que ce n'est pas son rôle de proposer? Non, ce n'est pas son rôle de proposer. Tant que, écoutez, les élections locales, les élections locales dont nous sommes en train de parler, on nous a dit que les conditions sont normales et nous ne savions pas quelles sont les modalités dans lesquelles on va aller à ces élections. Le code électoral ne précise pas beaucoup de choses pour pouvoir aller à ces élections. Est-ce que vous savez que le fichier électoral actuel que nous avons utilisé pour les élections législatives ne doit pas servir pour les élections locales? Bon, pourquoi? Ah oui, l'article 41 du code électoral, l'article 47 le précise. Il faut d'abord recenser les gens par rapport à leur résidence. Il faut que les gens s'inscrivent sur la liste électorale par rapport à leur localité, à leur domicile. C'est ce que l'article 41 prévoit. Et tout ça, si nous n'avons pas fait de réforme électorale, et nous pressons que nous allons aller à ces élections, et une instance sort pour dire que la date telle, est-ce que les élections ont été organisées? Non. Donc nous disons qu'il y a une certaine impréparation, et cette impréparation traduit la mauvaise foi et la non-volonté d'aller à une gouvernance locale. Mais vous parlez de mauvaise préparation, mais la date des élections, ce n'est pas encore annoncé, mais on a dit en 2019, mais finalement, donc, vous semblez dire que l'État a tort d'organiser ces élections cette année-là? Non, moi personnellement, ou nous autres à Nouvelle Vision, nous ne disons pas que l'État a tort, mais nous estimons qu'il faut qu'un certain nombre de prérequis, qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient remplies. Mais dans les autres pays qui ont déjà organisé... Oui, il y a un problème, qui se fait voir très souvent dans notre pays, c'est que les gens ont tendance à croire que les élections locales sont la solution pour aller au développement au Togo. Non, les élections locales ne font que partie des éléments ou des instruments qui conduisent au développement local, c'est tout. Mais lorsque nous semblons croire que, surtout je parle là des acteurs politiques, lorsqu'ils semblent faire croire à chaque fois au peuple que ces élections locales sont pour eux des instruments qui doivent conduire à améliorer le quotidien du Togolais tous les jours, alors que nous savons que du côté du pouvoir, tout comme du côté de l'opposition, c'est surtout une manière pour eux de tout faire pour pouvoir contrôler un tant soit peu le pouvoir au niveau local pour chacun. Parce que c'est de ça qu'il s'agit au niveau des acteurs politiques. Chacun veut pouvoir contrôler un peu de pouvoir dans une localité donnée. Et nous savons, chacun, nous trois ici, nous savons clairement que lorsqu'on organise aujourd'hui des élections locales, dans une localité lambda, une localité X prise comme ça, si l'opposition, par exemple, arrive à rafler la majorité des sièges, là je parle des conseils municipaux, dans une commune quelque part, c'est un peu l'opposition qui dirige là-bas. C'est ce qui se passe un peu partout. Donc, c'est ça l'enjeu pour les politiciens. C'est pourquoi nous disons qu'il faut poser la question plutôt du point de vue du peuple, en se demandant quel intérêt nous avons dans cette histoire. Quel intérêt nous y trouverons si les conditions ne sont pas réunies. Parce que je vous donne un exemple. Ce qui se passe aujourd'hui avec les délégués spéciaux, les présidents de délégations spéciales, tout, c'est qu'ils exécutent ce qui vient du gouvernement central, ce qui vient du pouvoir central, c'est ce qu'ils exécutent. Alors que lorsqu'on parle de décentralisation opérationnelle ou lorsque nous parlons des élections locales, c'est que les autorités locales seront plus ou moins autonomes. Et ces autorités locales-là, si elles sont de l'opposition, elles ne vont pas forcément exécuter ce qui vient du pouvoir central, mais elles vont exécuter ce qui relève, ce qui est de l'émanation du peuple, ce qui est de la volonté de leur peuple, de leur base. Même avec les délégations spéciales, il n'est pas prouvé que ce qu'ils exécutent, ça vient de l'exécutif. Moi, je vois dans des délégations spéciales où on organise des réunions, où les collectivités locales participent à la prise de décision. À chaque fois, tout est aligné sur ce que veut le pouvoir central, et c'est ce qui est normal. Celui qui te nomme, tu exécutes ce qu'il fait, c'est normal. Parce qu'ils sont nommés. Depuis 30 ans, comme on vient de le relever, ils sont nommés. Donc quand tu es nommé, tu exécutes forcément ce que ton supérieur donne comme ordre. Mais s'ils sont élus, ils doivent des comptes à leur base. Donc ils ne rendent pas compte seulement au pouvoir central, mais ils rendent compte avant et surtout à leur base. Et quand c'est comme ça, effectivement, le peuple contrôle. C'est un avantage pour le peuple. Mais il ne faut pas y aller lorsqu'on n'est pas sûr
que le peuple en tirera avantage. Sinon, comme je le disais, nous allons assister à une élection-nomination, c'est-à-dire que les gens seront élus, les autorités locales seront élues évidemment, mais leurs pouvoirs ne dépasseront pas les pouvoirs de ceux-là qui sont là aujourd'hui. Le fonctionnement sera exactement comme ce que nous voyons aujourd'hui et rien n'aura changé. Donc on aura satisfait tout simplement l'agenda caché d'un quelconque bailleur financier ou l'agenda caché des politiciens. Ricardo, le discours que vous tenez là, est-ce que ce n'est pas un discours qui risque encore de démobiliser l'électorat au niveau de l'opposition? Parce que vous semblez dire que les choses ne sont pas au point, on va encore organiser des élections à problème. Et donc, du coup, le moment venu, ça va créer des problèmes. Soit on boycotte, soit vos militants ne vous suivent pas. Est-ce qu'il n'est pas temps pour l'opposition de commencer par lancer un discours de mobilisation de l'électorat pour ces élections locales? Est-ce que ce n'est pas mieux? Alors, vous parlez de nos militants. Je ne suis pas un parti politique et je n'ai pas de militants. Mais ce que je suis en train de dire, d'abord, je vais revenir à votre question. Est-ce qu'on n'est pas en train d'accuser le gouvernement parce qu'il veut organiser les élections locales? Non, pas du tout. Ça va de l'intérêt du peuple. Les élections locales, nous en avons besoin. Et c'est ça, j'ai dit, c'est ça, la décentralisation. La décentralisation et la gestion de la cité au niveau des collectivités par les élus. Et donc, tout va à la base. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est quelles sont les conditions dans lesquelles le gouvernement veut organiser ces élections. Vous savez, le thème que vous avez donné, apprendre ou à laisser, dans un état sérieux où il n'y a pas de problème, on ne pose pas cette question. On ne peut pas poser la question d'une élection, apprendre ou à laisser. C'est parce qu'il y a un problème, il y a une crise. Et ce problème est né des élections. Et le pouvoir n'a pas voulu régler ce problème avant les législatives. Ou bien que les législatives ne sont pas les dernières élections au Togo. Il y en aura des élections. Alors, qu'allons-nous faire? Maintenant que nous n'avons jamais organisé les élections depuis plus de 30 ans, et que nous voulons les organiser, c'est qu'il y a une nécessité. Mais organisons-les bien. Organisons-les de telle sorte que, lorsque nous allons les organiser, que le peuple puisse en tirer profit. C'est en ce sens que je dis, il faut tenir compte des conditions. Maintenant que les acteurs principaux qui venaient de sortir de l'Assemblée nationale sont des partis extra-parlementaires et que la crise a permis une méfiance, un conflit, et les gens ne se parlent pas, est-ce qu'il n'est pas... Les gens ne se parlent pas. Oui, les acteurs politiques ne se parlent pas au Togo. Lesquels Vous savez que le gouvernement et la C14 ne se parlent pas. Bon, moi je ne sais pas. Depuis qu'il y a crise, les gens ne se parlent pas. Ah bon? Et quand des acteurs politiques dans un État... Vous êtes dans le secret des dieux. Ce que nous savons, si les gens le font dans les couloirs, ce n'est pas dans un pays. Dans un État, nous savons que l'opposition et le pouvoir discutent des questions concernant le pays. Et des questions fondamentales comme les élections locales qui n'ont jamais été organisées depuis plus de 30 ans. Il faut poser le débat, savoir où nous allons et comment nous voulons y aller. Mais lorsque les gens restent et puis ils donnent des idées à certains de sortir sur les médias et de proposer des dates pour voir la réaction du peuple, c'est là que c'est dangereux. Si ça va de leur avantage, ils foncent. Vous avez dit que les rumeurs de mars, les élections seront organisées en mars. Non, pourquoi une élection? Ce sont des rumeurs parce que les instances chargées de proposer les dates n'ont pas encore... Pourquoi laisser? On dit les élections seront organisées en 2018. 2018 est passé. Nous sommes en 2019. On rassure que les élections locales auront lieu jusqu'à la fin de l'année 2018 et jusqu'alors 2019. Aucune date n'est proposée. Alors que je dis très bien, le fichier électoral que nous avons ne peut pas nous permettre aujourd'hui de faire les élections locales en tenant compte du code électoral. Si je lis bien l'article 41 qui dit « Nul ne peut voter s'il est inscrit sur la liste électorale de la commune ou de la préfecture où se trouve son domicile ou sa résidence. » Cet article dit qu'il faut recenser les gens selon leur domicile. Ce n'est pas le fichier que nous avons pour les élections législatives. Est-ce que l'État pense à cela? Mais si on ne pense pas à cela, c'est que c'est extrêmement grave. Donc on va arriver à un moment où on va imposer des choses aux gens et nous allons revenir dans le même cycle. Pour le moment, personne ne dit qu'on va à ces élections avec le fichier des législatives. Les révisions des listes électorales sont faites à chaque élection. Vous avez écouté le ministre de la Sécurité, je crois c'est à Abidjan, le 24 janvier. Ce n'est pas le ministre de la Sécurité qui organise les élections. Non. Quand des gens parlent, il faut les prendre au mot. Il dit, c'est possible qu'on puisse. On peut ouvrir
juste pour que ceux qui n'ont pas participé aux élections législatives puissent passer. Mais le ministre ne sait pas ça. Ça n'engage qui, ce qu'il dit, ça n'engage voilà. Donc, il faut parce que le ministre de la Sécurité n'est pas là. Très bien. Donc il faut que les gens sachent que la façon dont ils sont en train de penser dans leur gouvernement, ça ne peut pas marcher. Il faut revenir en arrière, reposer le problème des élections locales. On va discuter entre les acteurs. La société civile va apporter sa pierre de contribution. Nous verrons pour la première fois après 30 ans comment organiser les locales. Oui, mais il y a eu plusieurs discussions autour des élections locales, Sylvain. Plusieurs concertations à l'époque, même avec la coalition de l'opposition. Oui, il y a eu des tables rondes, des ateliers. Est-ce qu'on n'a pas assez discuté autour de ces élections législatives? Le problème avec les discussions que nous avons, les 1001 discussions que nous avons connues dans ce pays, c'est qu'à chaque fois, ces discussions ne sont pas faites autour des réels intérêts des acteurs impliqués. Chaque acteur cache un peu son jeu, chaque acteur cache un peu son intérêt. Et finalement, lorsqu'on cache son intérêt en se disant que voilà ce qu'il faut faire, on essaie de présenter un pur produit comme cela au peuple. Et tout le monde se dit, bon voilà ce que nous voulons, donc les élections locales. À la fin, c'est qu'on perd de vue la réelle préoccupation, celle du peuple. Je le dis une fois encore. Parce que ce que nous voyons dans la situation actuelle, c'est que nous sommes en train d'observer une certaine précipitation dans les choses. La situation ne nous confère pas non plus aujourd'hui la possibilité réelle. Je veux dire, là je parle de l'économie, des finances, la technique de la chose. La situation ne permet pas au Togo d'organiser 3 élections ou 3 scrutins même en 17 mois. Nous avons organisé les élections législatives en fin décembre dernier, où on avait en même temps annoncé les élections locales, mais qui n'ont finalement pas eu lieu. On nous dit que les élections locales auront lieu dans quelques semaines ou dans quelques mois, je me permets de le dire ainsi. Et nous savons très bien que les élections présidentielles, c'est en avril 2020. Ce qui veut dire que nous avons à organiser 3 élections en 17 mois. Et attention, ces élections ont un coût financier, un coût sur le plan économique et un coût sur le plan technique, et pourquoi pas un coût sur le plan politique. Les élections locales, si on veut revenir un peu sur le sujet, les élections locales nous permettent de pratiquer l'exercice du jeu démocratique à la base. Nous tous savons que c'est de cela qu'il s'agit. Mais lorsque le peuple n'a pas les garanties nécessaires pour que ces élections-là puissent aboutir à ce à quoi nous voulons, il s'agit donc de rééquilibrer le développement, de rééquilibrer la dynamique du développement dans la population, parce qu'il faut déjà que les populations jouissent du fruit de leur production sur le plan local. Quand on prend par exemple à Tchévié, il faut que ce que produit la population de Tchévié puisse bénéficier à la population de Tchévié en tant que telle, mais non pas. Et quand on prend les populations des zones minières, les localités minières, qu'on puisse se dire que dans ces localités, lorsque il y a quelque chose qui est produit, les fruits de leur production, il faut que les fruits de leur production puissent leur bénéficier largement avant tout. Mais lorsque ces populations-là ne bénéficient pas de ces fruits ou des fruits de leur production, alors il y a un problème. Et c'est le pourquoi il faut vraiment revoir les choses, il faut vraiment faire des réformes pour faire en sorte qu'il faut vraiment mettre sur pied les dispositifs, les mécanismes et les instruments nécessaires pour que ces populations-là puissent avoir la garantie nécessaire de jouir du fruit de leur production. Mais tant que ce n'est pas fait, aller aux élections locales, c'est du saupoudrage. Tant que ce n'est pas fait, nous disposerons une fois encore, je le dis, des autorités locales, mais qui n'auront pas vraiment de compte à rendre au peuple, alors que ces autorités locales doivent vraiment rendre des comptes à leur peuple. Parce que moi, je ne peux pas élire quelqu'un qui, le lendemain, ne me rend pas compte. Je ne peux pas élire quelqu'un, je ne peux pas donner, parce que aller élire, c'est quand même faire acte de délégation de son propre pouvoir, de ma propre volonté. Lorsque je lis quelqu'un, je fais acte je lui délègue mon pouvoir. Je dis, exerce mon pouvoir, moi, le peuple, à ma place. Oui, mais donc, ce que vous dites là, ça suppose qu'il faudra prendre encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. Non, j'avais déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui presse pour les élections locales. Qu'est-ce qui presse pour les élections locales? Rien ne presse manifestement. Oui, je signale à part bien sûr les bailleurs, ou à part les bailleurs qu'on doit contenter, rien ne presse pour les élections locales. Oui, parce que on même entend beaucoup de voix demander l'organisation. Oui, mais je venais de le dire que tout simplement, oui, depuis des années, mais avant d'organiser ces élections, il fallait, comme je l'ai dit, des prérequis. Mais aujourd'hui, si l'opposition, comme le pouvoir, si chacun se met à parler des élections locales, c'est tout simplement parce que chacun est arrivé à définir son objectif. Il s'agit d'avoir un peu de pouvoir dans les localités. Chacun est arrivé à définir ses objectifs. Et donc, chacun veut pouvoir satisfaire ses objectifs
en oubliant toutefois les réelles préoccupations du peuple. Oui. Et je voudrais signaler que nous sommes rejoints sur ce plateau par Yves-Claude Mensan Missiamé. Il est cadre de la Convergence patriotique panafricaine. Monsieur Missiamé, bonjour. Bonjour Gilles. Merci, c'est un honneur de vous retrouver. L'honneur est partagé. Et le plaisir est toujours aussi vivace de me retrouver avec vous. Vous aurez la parole tout à l'heure, le temps de demander justement à Ricardo Agouzo si ce que vous dites, ce n'est pas relancer, renvoyer encore l'organisation des locales au calendrier grec. Non, nous ne le disons pas. Nous ne disons pas de renvoyer les locales au calendrier grec. Mais l'idée de les organiser, c'est bon. Mais il faut maintenant mettre dans le plat tous les ingrédients possibles. Donc, nous interpellons le gouvernement à bien faire. Nous ne disons pas que nous n'avons pas besoin des élections locales. Mais j'ai dit ici que je suis en train de juger une mauvaise foi, une non-volonté de les organiser. Parce que lorsque vous prenez depuis le mandat de ces élus après 87, n'oubliez pas que les événements de 90 sont venus chambouler. Et ces gens sont restés jusqu'en 2001. Et donc, c'est après 2001 qu'on a pris des délégués. Et lorsqu'on a nommé des délégués, des délégations spéciales, c'était dans l'intention d'organiser ces élections. Et 3 ans avant leur nomination, c'est-à-dire en 98, une loi a été votée pour la décentralisation. Cette loi étant votée, rien n'a été fait pour bouger ce régime à aller au local. Après, en 2004, vous savez que la coopération était coupée après les événements de 93. Les 22 engagements signés par le gouvernement devant l'Union européenne exigeaient la tenue de ces élections locales. Rien n'a bougé. Après, on est venu consolider la décentralisation en 2004. Rien n'a bougé ce régime. Nous avons connu pas mal d'événements jusqu'à 2007-2008. On a voté des textes, on a fait les découpages, on nous a fait connaître les communes. On dit on veut organiser les élections, mais jusqu'à ce jour, on dit que les élections vont se tenir dans l'année 2019. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux qu'on tourne à rond sans pouvoir situer le peuple? C'est que mon camarade venait de le dire, que les gens veulent le faire dans la précipitation. Mais moi je dis que ce n'est pas la précipitation, mais les gens veulent surprendre les Togolais. Parce qu'ils jouent sur leur intérêt, ils jouent sur les calculs. Les gens veulent surprendre les Togolais. Ils veulent surprendre les Togolais. Comme si ceux qui organisaient n'étaient pas Togolais. Non, écoutez. Même le chef de l'État reconnaît qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses. Et je parle de cette minorité qui prend toute la majorité comme des gens, des sous-Togolais, des sous-hommes. Donc vous comprenez, dans cette logique, il faut que nous revenons parler des conditions de ces élections par rapport à l'article que je dis. Est-ce que nous allons tenir compte de l'article 41-47 pour recenser les gens selon leur domicile, selon leur résidence? Ou faut-il réformer le code électoral, mettre des dispositions pour faire un nouveau recensement? Après cela, nous allons revenir discuter de la CENI qui doit organiser ces élections. C'est important. Monsieur Michel, mais vous tombez à brûle pour point. Oui. Donc, vous savez écouter les jeux. Est-ce que vous pensez donc, que l'idée d'organiser ces élections le plus vite possible cette année est une bonne idée? Gilles, il faudrait qu'une fois pour toutes, nous comprenions dans notre pays que le vrai pouvoir, le vrai développement se passe d'abord sur le plan local. Et plus on tarde à organiser la structure administrative et politique locale, plus nous ratons des occasions pour évoluer. Je ne dis pas que les choses sont parfaites. Elles ne le sont peut-être pas. Mais dire que parce qu'elles ne le sont pas, on ne doit pas aller aux élections, honnêtement, c'est un scénario auquel je suis habitué. Depuis les années 90, en passant par 2006 et récemment encore, si vous ne faites pas ceci, nous on ne fait pas ça. Si vous ne faites pas ceci, telle réforme, on ne va pas aux élections. Et ensuite, quand on a l'occasion de faire peut-être un semblant de réforme pour améliorer les choses, on dit non, il y a un petit mot qui gêne, si vous ne l'enlevez pas, machin. Non, ça va. Je pense que
nous devrons faire bas la terre et contribuer positivement à ce que les élections locales aient lieu. Et le plus tôt c'est fait, le mieux ça vaut. C'est ce que j'ai à dire pour l'instant. Contribuer positivement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire, par exemple, ils l'ont dit quasiment mes contradicteurs ou mes amis, ils l'ont dit, l'un et l'autre, c'est participer aussi bien physiquement, moralement qu'intellectuellement à toutes les règles qui vont conduire aux élections locales. À toutes les règles qui conduiront aux élections locales. C'est très important. Si ce n'est pas fait et que nous laissons l'autorité gouvernementale s'en charger, nous devrons veiller à ce que ce soit fait correctement. Que l'on dise que ces élections auront lieu en 2019, je pense qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur le gouvernement ou les autorités qui ont pris cette décision, parce que nous-mêmes, nous avons des responsabilités dans ce genre de choses. Dans ces retards-là, nous avons des responsabilités. Ah bon? Ah oui. Vous n'étant pas au gouvernement, vous avez des responsabilités. Est-ce qu'on a besoin, c'est ce que je ne comprends pas chez nous, est-ce qu'on a besoin forcément d'être au gouvernement avant de participer à la gestion de la cité? Mais démontrez-nous par exemple la responsabilité de la CPP, le parti auquel vous appartenez dans l'élection locale. En quoi la CPP est responsable? En quoi? Non, la CPP est responsable collectivement. Collectivement avec ceux qui ont prôné depuis des années le boycott des consultations électorales. Ah bon? Il y a un mouvement qui a duré dans le temps, un mouvement de boycott. C'est arrivé une, deux fois dans le temps. Mais... Oh! Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Oui, en 2002. Non, d'abord en 1993. En 1993. Ensuite, vous arrivez à 2002. Avant 2002, il y a eu 98 et 99. 99, il n'y a pas eu boycott. 99, il y a eu une négociation qui a débloqué la situation politique au Togo. Donc ça fait au total 3 ou 4 boycotts non, sur une laissez-moi terminer. participation. J'ai parlé de 2002. J'ai parlé de 2002. J'arrive à 2006. Les APG, souvenez-vous, je vous en avais parlé plusieurs fois sur ce plateau. En 2006, il y a eu des accords, les accords APG. On est d'accord? Au sortir de ces accords-là, on a réitéré ce qu'on nous a fait voir en 1993. C'est-à-dire qu'on signe un accord et derrière l'accord, on dit « Ah, ces accords n'engagent que les signataires. Hein. Nous, ça ne nous engage pas. » En 2002, qu'est-ce qui s'est passé? Si le président, feu président Yadema ne démissionne pas, ne rend pas le pouvoir parce qu'il a triché en 1998, nous n'irons pas aux élections. En 2006, on est tous d'accord. À Ouaga, demandez à M. Blaise Compaoré, demandez à Djibril Bassolé et tous les facilitateurs qui sont... Pardon. Il est en prison. Pardon, une interview la dernière fois, tout en étant en prison. Donc, posez-leur la question, ils vous diront qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Pour la simple raison que nous avons pris des engagements. Les APG concluaient que tous les partis signataires vont se rencontrer pour former un gouvernement d'union nationale qui aura pour charge d'organiser les réformes, de faire les réformes et d'organiser les consultations électorales. Au sortir de là, ce qui était le plus grand parti de l'opposition à l'époque, qu'est-ce qu'il nous déclare? Aucun membre de l'UFC ne participera à un gouvernement d'union nationale. Bon, voilà, on a compris votre... Nous y sommes arrivés. Oui, on a compris votre point de vue. Okay. Sylvain, si je résume sa pensée, en la liant à l'organisation annoncée des élections locales,
C'est comme il semble dire que quelle que soit la physionomie du mouton, il faut que la fête ait lieu. Oui, et moi j'ai bien envie de lui poser une question. C'est de savoir, aujourd'hui, la configuration actuelle que nous avons, c'est que nous avons des présidents ou plutôt des délégués spéciaux dans chaque communauté. C'est ceux-là que nous avons. Si nous allons aux élections locales dans ces conditions que nous connaissons, est-ce qu'ils croient ou est-ce que la CPP croit qu'il y aura vraiment un changement si on a des autorités locales, donc des gens qui seront maintenant les conseillers préfectoraux, les conseillers municipaux? Est-ce qu'il y aura vraiment une différence par rapport à ce qui se fait? Moi, je ne crois pas personnellement. Si on y va dans les conditions actuelles, on n'aura que les mêmes personnes, mais avec d'autres titres. On aura les présidents de délégations spéciaux encore, mais avec d'autres titres. Ils seront conseillers municipaux, conseillers préfectoraux, donc président du conseil municipal, président du conseil préfectoral. On aura les mêmes personnes, ou peut-être des personnes différentes, mais dans le même rôle, quoi, je veux dire. Parce qu'il n'y a pas eu les conditions qui ont été remplies. Mais je voudrais quand même avoir l'avis de la CPP sur la question. Je vous l'autorise. Les conditions ne sont pas réunies. Je viens de me mettre d'accord avec vous. Et j'ai exhorté chacun à pouvoir réfléchir sur la manière dont il peut participer positivement à améliorer ces conditions-là. C'est vrai que ce n'est pas gai, ce n'est pas responsable que dans un pays comme le Togo, on se mette à désigner des délégations spéciales qui, pas parce elles sont mauvaises, elles sont incapables, tout ce que vous voulez, mais au lieu d'avoir un rôle ponctuel et momentané, se définissent dans le temps. Alors, la question est de savoir qui représente-t-il? Qui les a désignés? Oui. Et si on les a nommés, ils doivent rendre compte à celui qui les a nommés. OK? Donc, à un moment donné, il faut faire bas la terre et redonner le pouvoir au peuple pour qu'il désigne ses représentants. Moi, je n'ai pas de scrupules. Je reconnais que le parti UNIR, au jour d'aujourd'hui, est le plus grand parti du pays, ou le plus imposant. Il faut le reconnaître. Pour combattre quelqu'un, il faut savoir qui il est, comment il fonctionne. Si vous refusez de lui reconnaître ça, vous ne saurez pas le combattre. Et ce n'est pas forcément en envoyant les gens dans la rue que l'on combat un régime. Mais vous l'avez reconnu, vous avez reconnu la grandeur de UNIR, mais votre stratégie n'a pas marché lors des dernières législatives, pourtant. Cela n'a pas marché, c'est vrai. Et la CPP s'en offusque. Cela veut dire que nous n'avons pas été bons. Non, reconnaissons ce qui est reconnaissable. Vous n'avez pas été bon. On n'a pas été bon, non, mais on parle des législatives. Oui. OK? On parle des législatives. Nous n'avons pas été bons. Si nous l'avions été, la CPP ferait partie du groupe des centristes qui se retrouve à l'Assemblée aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas découragés pour autant. Vous avez pu voir la dynamique que nous avons essayé de mettre en créant le groupe des centristes. Si vous prenez les deux partis centristes qui sont représentés dans l'hémicycle, on avait 2 représentants dans l'Assemblée sortante. Aujourd'hui, nous comptons 4. Je ne dis pas que c'est assez, mais c'est déjà ça. Nous prenons. Et c'est grâce à cette dynamique centriste que nous pouvons avancer. Que ce soit des membres de la CPP qui le fassent ou les membres des autres groupes, des autres partis appartenant à ce groupe-là, nous nous en réjouissons. Voilà ce que je peux vous dire. Oui. Ricardo, il vous est reproché ce qu'on a appelé dans le temps, plusieurs fois, un certain radicalisme. Bon, on vous reproche de ne pas savoir mettre de l'eau dans votre vin quand il le faut. C'est ce qu'il a dit en substance. Hein. Bon, nous, qui nous, c'est qui?
Je ne suis pas de l'opposition. Mais votre discours n'est pas trop loin du discours de l'opposition coalition. Je suis d'accord. Et j'ai compris dans tout ce que mon aîné a dit que aujourd'hui nous sommes en train d'abdiquer. C'est comme si nous avons en face de nous un régime que nous craignons et nous nous disons faisons avec. C'est ce que moi j'ai compris, c'est la conclusion que j'ai tirée. Donc on se dit que ce régime, on ne peut plus rien contre ce régime. Donc tout ce que le régime dit, avançons. Et là, non, moi je fais la lecture. De reconnaître les forces en présence. Écoutez, je fais la lecture de son discours. Et j'ai dit, si nous sommes dans cette dynamique, à quoi serviront aujourd'hui les partis politiques d'opposition? S'ils sont là pour suivre le pouvoir en place, quelles que soient les conditions, l'accompagner, moi je ne vois plus l'importance d'une opposition au Togo. Mais nous devons reconnaître que le débat que nous sommes en train de faire ici est un débat qui va permettre aux gouvernants de savoir ce qu'ils veulent faire. Donc nous sommes en train de relever les insuffisances dans l'organisation et la préparation de ces élections. Nous ne sommes pas en train de dire que nous ne sommes pas d'accord de ces élections. Elles sont capitales et importantes. Pour nous, le peuple, à la base. Mais le fait que nous ne les avons jamais organisées depuis plus de 30 ans, le fait que nous venons de sortir d'une phase de la crise après les législatives, secouée par des violences, des morts. 3. Le fait que des acteurs politiques n'acceptent pas de s'asseoir pour discuter, ces élections n'auront pas de sens si nous les organisons dans de pareilles conditions. Et je dis très bien dans de pareilles conditions parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le plan éthique, sur le plan moral et sur le plan des lois. Maintenant, s'il faut nous dire qu'en 2019, en janvier, nous ne connaissons pas la date du scrutin, alors que nous ne savons pas avec quel fichier nous devons aller à ces élections, moi ça me pose des problèmes. Si aujourd'hui nous avons un problème avec la CENI, que je juge moi personnellement illégal, je le dis parce que la CENI qui a organisé les élections a fini son mandat en octobre 2018 et devait prêter serment. Si elle n'a pas prêté serment, peut-être parce qu'elle se dit que les dispositions disent que la CENI, les membres de la CENI vont travailler jusqu'à ce que les autres ne viennent. La nouvelle ne soit recomposée. Je suis d'accord. Mais à partir du moment où on invitait la coalition d'aller prêter serment, cette CENI, les membres de la CENI ancienne devaient prêter serment. Ils ne l'ont pas fait, ils sont dans l'illégalité. Et ils ont conduit le scrutin. Mais aujourd'hui, cette CENI, cette CENI est illégale, elle est incomplète, et on attend de nous surprendre par une date. Je ne sais pas. Ah donc, si vous savez qu'on va vous surprendre, est-ce que vous ne pouvez pas vous préparer alors? Non, moi je ne suis pas un acteur politique pour aller sur le terrain, mais je fais mes analyses pour que ceux qui organisent ces élections et les acteurs principaux puissent savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui, monsieur Missiamé, vous répondez en 1 minute et puis on clôture. Oui. D'abord, je n'ai pas dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça c'est le premier constat que je fais. La deuxième observation, n'extrapolez pas. Parce qu'en extrapolant, on y rajoute des grains de sel qui n'ont pas leur place dans la sauce. Au risque de faire une mauvaise sauce. Ce que j'ai dit... Une sauce sans sel? Non, je dis qu'ils n'ont pas leur place. Ça veut dire... Il y avait déjà du sel, hein? Ouais. Au surplus, n'en rajoutez pas, j'ai dit. Exactement. N'en rajoutez pas. Sinon, vous n'allez pas pouvoir manger cette sauce que vous aimez tant. Et permettez-moi de vous dire, vous savez, comment je schématise la politique togolaise depuis les années 80-90. Je prends tous les Togolais comme étant un groupe de femmes dont les maris affectionnent une sauce particulière. Alors, la femme va au marché, elle prend ses condiments, elle vient faire la sauce délicieuse, et puis quand elle enlève, elle l'expose au soleil. Ça se gâte. C'est ce que nous avons vécu d'année en année jusqu'aujourd'hui au Togo, sur le terrain. Et qui seraient les maris alors?
Pardon? Les maris, qui seraient les maris alors? Qui seraient les maris? Qui sont les maris, qui sont les femmes? On va en parler au cours de la seconde partie, parce que là, on doit marquer une pause pour une nouvelle édition de Journal. À tout de suite.